Dimanche 14 janvier dernier se tenaient en l'église de Saint-Raymond, en l'église de Donnacona et en l'église de Saint-Alban les assemblées de fabrique des nouvelles paroisses Saint-Raymond-du-Nord, paroisse Bienheureuse Mère Saint-Louis et la paroisse Sacré-Cœur de Jésus, suite à l'entrée en vigueur du regroupement juridique des fabriques de paroisses du diocèse de Québec le 1er janvier dernier. Pour nous parler de cette transition importante de la vie paroissiale dans Portneuf, nous accueillons le curé de la nouvelle paroisse Saint-Raymond-du-Nord, l'abbé Benoît Tessier. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Monsieur l'abbé, comment vous vivez personnellement cette transition importante, justement, dans le changement de Assez bien, parce que dès mon arrivée ici l'an dernier, on m'y avait déjà préparé. C'est des choses que j'ai apprises et que je savais que je devais accompagner comme processus qui était déjà en marche depuis plus d'une année avant que j'arrive. Oui. Alors, comment je me sens ou comment je me situe? Assez bien, parce que c'est dans une continuité d'un travail qui avait déjà été très, très bien fait. Et puis, moi, j'ai comme accueilli l'aboutissement de ce travail-là. Oui, voilà. Parce que là, justement, les mariés ont été élus. Oui. Ici, comme aussi dans les trois autres paroisses ou communautés, on appelle ça? La communion de communauté. Communion de communauté, effectivement. Alors, donc, techniquement, tout est prêt? Tout est fait. Tout est fait. Juridiquement parlant. Juridiquement. Et c'est entré en vigueur là, au registre des entreprises du Québec aussi. Tout est entré en vigueur à la mi-janvier. Quel est le rôle? Est-ce que le rôle change des marguilliers ou Oui, très certainement que le travail des marguilliers va avoir une particularité davantage administrative, puisqu'on crée une structure pour chacune des communautés locales. Il faut se rappeler que le regroupement juridique est comme pour faciliter l'administration générale des communautés, mais pour permettre à chacune des communautés locales aussi de vivre son autonomie et d'assurer le suivi et l'animation et l'entretien aussi des bâtiments. Et là, on parle d'une ligue d'improvisation qui voit le jour à Pont-Rouge. Oui, et on a en studio un invité, Charles Hardy, qui est président et fondateur de la LIP 9. Et ma première question, c'est pourquoi le nom de LIP 9? En fait, c'est pour Ligue d'improvisation de Portneuf. Donc, P et le 9 forment un Portneuf. Okay. Et est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'un peu partout? Ou... En fait, oui, on a beaucoup de joueurs qui viennent de Pont-Rouge, puisque c'est les jeudis soirs à 19h45 au Moulin Marcoux de Pont-Rouge. On a des joueurs principalement, là, on a 5 qui viennent de Pont-Rouge, on en a 2 qui viennent de Saint-Marc-des-Carrières, on en a un aussi de Saint-Raymond. Puis aussi une madame de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier qui vient tout récemment de rejoindre nos rangs. Donc, on est très heureux là, de l'avoir parmi nous. Puis, c'est ça, c'est des gens, on invite tous les gens là, qui sont intéressés à faire de l'improvisation à nous contacter via la page Facebook ou à venir tout simplement là, les jeudis soirs à 19h. C'est là qu'on forme les équipes. Il est encore temps de s'ajouter. Il n'y a pas d'équipe fixe pour l'instant. C'est un concept d'improvisation qu'on appelle Open. Donc, c'est les gens du public qu'on invite soir après soir qui viennent nous voir, qu'on les invite à venir embarquer puis essayer avec nous. On a quand même là, une dizaine de joueurs qui sont des joueurs réguliers, qui sont là à tous les soirs. On a une dizaine d'autres joueurs qui sont là plus occasionnels parce qu'on a des gens qui viennent de Lévis, on a des gens qui viennent aussi de Québec. Ça va au-delà de quoi? En fait, les gens qui viennent de Québec et de Lévis, c'est des gens là, qui faisaient partie de l'aventure avec nous parce qu'il y a déjà eu une ligue il y a 10 ans à Pont-Rouge. Okay. C'est des gens qu'on a rappelés, là, puis ils étaient assez mordus d'improvisation pour, c'est... Lorsque l'église Saint-Jean-Baptiste de Les-Écureuils a fermé au mois de mai 2014, alors il y a eu une dernière messe pour célébrer cet événement-là, rempli d'émotions. Et ensuite de ça, les gens de la population locale s'est demandé un petit peu qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec un bâtiment comme ceci. Alors, il y a eu différentes réunions qui ont été faites et d'un commun accord avec la ville de Donnacona, la fabrique Notre-Dame, et puis un nouvel organisme, le Relais de la Pointe aux Écureuils, qui a été mis sur pied, et également une compagnie qui s'appelait à l'époque, qui s'appelle toujours Artifice et Artefact, avec M. François Deveau. Ils ont signé un protocole d'entente pour pouvoir essayer de démarrer
l'organisme pour pouvoir sauvegarder et entretenir ici le bâtiment. Alors, parce que lorsqu'on ferme une église, vous savez, on a 3 choix devant nous, qui s'offrent à nous. Premier choix, c'est de mettre une pancarte à vendre en avant. Il y a un promoteur immobilier qui peut acheter ça. On peut aussi la démolir parce que c'est un passif qui coûte très cher. C'est à chauffer, à entretenir et compagnie. Et donc, aussi de créer un organisme, mis sur pied d'un organisme. Et c'est ça qui a été donc fait avec le relais de la Pointe aux Écureuils. Ça a été une priorité pour la paroisse dès le départ, quand on a commencé à réfléchir à l'avenir de nos églises à ce moment-là, d'essayer de faire en sorte que, quelle que soit la décision, ce que nous ont légué ceux qui nous ont précédés soit préservé et qu'on maintienne ces infrastructures-là au service de la population. Alors, ayant pris la décision de désacraliser l'Église Saint-Jean-Baptiste, c'est devenu, pour la fabrique, vraiment un objectif important. Maintenant, comment faire pour s'assurer que cet actif-là puisse effectivement servir à la communauté? Alors, bon, se sont enchaînées un certain nombre d'initiatives. La création, bien sûr, du relais de la Pointe des Écureuils. Déjà, plusieurs personnes, dès l'origine, se sont impliquées. Ce que j'annonce aujourd'hui est officiel, irréversible, provisionné. Ça va se faire. Revenons sur l'annonce du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, jeudi dernier à l'hôpital régional de Portneuf, qu'un appareil d'imagerie médicale, un TACO, sera implanté à l'hôpital de Saint-Raymond et opérationnel au début de l'année 2020. Une enveloppe budgétaire de 3,8 millions est prévue au projet, 2,8 du ministère de la Santé et 1 million de la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf. Un tomodensitomètre au Québec coûte en moyenne 750 000 $. Les travaux devraient débuter à l'été 2019 et nécessiteront une nouvelle construction, une coquille en fait rattachée à l'hôpital sur un espace de terrain qui reste à définir. Un budget d'opération d'environ 250 000 $ sera disponible dès la première année pour un quart de travail opéré par 1 ou 2 technologues et un préposé en fonction, bien sûr, de la demande. Évidemment, en cette année électorale, l'implantation d'un TACO dans Portneuf devenait un enjeu régional intéressant pour les candidats et une stratégie supplémentaire du milieu portneuvois pour faire pression sur le gouvernement libéral et sur le député de Portneuf, Michel Matte. D'ailleurs, le ministre a souligné à la blague la libération du harcèlement qu'il a subi de la part du député de Portneuf. Michel, qui aujourd'hui va assister à ma libération, évidemment. Je suis libéré de son harcèlement pendant les dernières années. Je le dis à la blague, mais c'est pas vraiment à la blague, parce que Michel a vraiment, vraiment défendu très fort, avec beaucoup d'acharnement, littéralement, ce dossier-là. Électoral, le chef du parti de la coalition Avenir Québec, la CAQ, François Legault, était à Donnacona vendredi dernier en compagnie de son candidat dans Portneuf, Vincent Caron, pour rencontrer les élus et la direction générale de Donnacona dans le cadre d'une tournée provinciale. Rappelons que M. Legault s'était engagé, s'il est élu, à ce qu'un TACO soit implanté à l'hôpital régional à Saint-Raymond lors de l'annonce de la candidature de Vincent Caron en août 2017. Écoutons ses commentaires à ce sujet. On a appuyé cette demande pour le TACO. On en a fait un engagement si on avait un gouvernement de la CAQ. Il y a eu un groupe de citoyens aussi qui a été puissant, là, qui a ramassé 20 000 signatures. Donc, je pense que M. Couillard a compris qu'il devait livrer, puis il l'a dit à son ami Dr Barrette. À la question si cette annonce coupait l'herbe sous le pied de la CAQ dans Portneuf, écoutons sa réponse. Non, écoutez, moi, tout ce que les libéraux font dans ce qu'on propose, et puis je commence c'est pas la première fois là, qui nous copie, bien, ça va faire ça de moins à faire dans un mandat de la CAQ. La fin de temps, limite à 40 km/h de façon à grandeur.
Ce mardi soir, au centre multifonctionnel Roland-Dion à Saint-Raymond, se tenait une rencontre publique d'information pour faire le point sur les mesures qui ont été prises depuis l'inondation majeure de la rivière Sainte-Anne au centre-ville au printemps 2014 et des recommandations formulées par les chercheurs de l'Université Laval dont le mandat arrive à échéance. Il faut dire que Saint-Raymond fait preuve de leadership au Québec dans la façon de gérer et de prévenir des inondations de la rivière Sainte-Anne par embâcle au centre-ville. Rappelons la création d'un comité rivière et un partenariat rapide entre la ville de Saint-Raymond, ce comité rivière, la CAPSA, le gouvernement du Québec via le ministère de la Sécurité publique et l'Université Laval en 2014. Aucune étude scientifique n'avait été réalisée au Québec sur les inondations par embâcle et les changements climatiques actuels et à venir obligent une mobilisation importante pour prévenir et éviter des catastrophes humaines et les coûts publics inhérents. Les budgets ont donc suivi pour cette recherche qui arrive à échéance. Essentiellement, toutes les réflexions, les études et les manœuvres visent à diminuer l'accumulation du frasil dans la rivière au centre-ville, source principale des inondations. Des instruments de mesure sont en place pour suivre le comportement en temps réel de la rivière à 5 endroits stratégiques. L'installation d'une estacade flottante avec des sapins, des canons à neige qui ont été utilisés pour créer une digue derrière l'estacade flottante, quelques modifications de l'estacade au centre-ville, l'eau tiède pour faire fondre le frasil, la pelle mécanique et la pelle mécanique amphibie, ainsi que le désenrochement de la rivière sous le pont Chalifour sont autant de moyens qui ont été déployés pour diminuer les risques d'inondation par embâcle de glace depuis les 3 dernières années. Les dirigeants, les employés et les bénévoles du Centre d'entraide et de ressources familiales de Portneuf, le Cerf-Volant, ont accueilli la population ce mardi dans le cadre d'une journée porte ouverte dans leurs nouveaux locaux de Place Saint-Louis à Pont-Rouge, propriété de la municipalité. Le Cerf-Volant est un organisme communautaire qui a vu le jour en 1997, il y a donc 20 ans, et qui a pour mission de favoriser le mieux-être des familles de la région de Portneuf, particulièrement celles qui ont des jeunes enfants 0-6 ans. Différents ateliers ou activités sont organisés, dont les cuisines collectives que l'on retrouve aussi à Saint-Raymond et à Deschambault-Grondines, secteur Grondines. Un centre de documentation est aussi disponible. En 20 ans, l'organisme est passé de 3 en 1997 à 8 employés en 2017, 4 employés à temps plein et 4 à temps partiel. À ses débuts, en 1997, le Cerf-Volant rejoignait 39 parents et 49 enfants. Aujourd'hui, on compte 332 parents et 329 enfants. Une soixantaine de bénévoles gravitent autour de l'organisation à chaque année. On estime à plus de 33 000 heures de bénévolat depuis 20 ans, plus de 1600 heures par année. Son budget d'opération a atteint 212 000 $ en 2017. La ville de Lac-Sergent a créé un programme de financement municipal aux propriétaires qui doivent mettre aux normes leurs installations septiques selon la réglementation provinciale du Q2 R22 d'ici le 30 juin 2021. On estime à plus de 320 le nombre d'installations septiques qui nécessitent une mise aux normes et le programme de financement de la ville est complémentaire au crédit d'impôt provincial de 20 % pour la mise aux normes des installations septiques pour les résidences permanentes et secondaires en vigueur jusqu'en 2022. Et pour nous en parler, nous recevons le maire de Lac-Sergent, Yves Bédard. Bonsoir, M. Bédard. Bonsoir, M. Beausoleil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de votre programme financier, justement, d'aide pour les propriétaires, quelle est actuellement, selon les dernières études, la qualité du Lac-Sergent? Au niveau de la qualité de l'eau, je vous dirais que c'est un lac comme les autres, qui est un lac eutrophe, qui est en vieillissant. Par contre, sa qualité de l'eau, on n'a pas eu de période de cyanobactéries dans les dernières années. Fait que jusqu'à date, ça va assez bien. Oui. Par contre, au niveau de l'eau, on a des problèmes d'algues, problèmes de, je vous dirais, des plantes envahissantes. On en a 2 types. On a de la myriophile et du potamo, et ils ne sont pas tout à fait dans le même secteur du lac. Fait que c'est une problématique.
problématiques. Puis on a aussi certaines problématiques là, avec l'eau de surface qui arrive là, de la 367 et un peu partout là, qui vient se jeter dans le lac. Mais la qualité de l'eau est encore bonne. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut se baigner? Oh oui, la baignade est là, le club nautique fonctionne numéro 1, tout va bien. On n'a pas de période, là, je vous dirais que la qualité... L'interdiction de baignade et tout, là. OK. Quelles sont les principales sources de pollution, justement? Je vous dirais, on en a parlé un peu, là, les principales sources de pollution, on a les fosses septiques qui ont été identifiées, ça fait longtemps, puis sur les 320 qui ont changé, on en a 260 qui vont célébrer leur 40e anniversaire cette année. Fait qu'ils sont dus pour une mise à jour là, importante. On a aussi les eaux de surface que j'ai parlé, qu'on a des problématiques qui arrivent soit de la 367 ou des rues adjacentes là, qui arrivent de Saint-Raymond qui viennent se jeter. On a 13 tributaires au lac. Fait que c'est sûr que toute l'eau de surface qui va au lac devient problématique un peu. Pour débuter, parlons politique. La semaine a été particulièrement active sur la scène politique provinciale dans Portneuf en vue de l'élection générale du 1er octobre prochain, la première élection à date fixe au Québec. Le premier ministre du Québec et chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, était dans Portneuf ce mardi. Accompagné du député Michel Matte, il a visité le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault, l'entreprise sélection du pâtissier à Ville de Portneuf et la fromagerie des Grondines à Grondines avant un dîner au restaurant-motel Le Chavigny à Deschambault avec un groupe de gens d'affaires et de décideurs portneuvois. M. Couillard entreprend une tournée provinciale pour connaître les enjeux et les différentes réalités régionales. La pénurie de main-d'œuvre chez le fabricant de pâtisserie à Portneuf a retenu l'attention de M. Couillard et confirmé son objectif de maintenir le niveau actuel de l'immigration. On l'écoute. Ils ont 120 employés. Aujourd'hui, ils pourraient prendre 10 personnes de plus. Ils ont été obligés de refuser des commandes parce qu'il manque de main-d'œuvre. C'est le défi, je répète, le défi majeur de l'économie du Québec. C'est un défi de main-d'œuvre. Et c'est pour ça qu'il faut maintenir notre immigration au niveau actuel et surtout l'acheminer vers les régions et les entreprises le mieux possible. Le président de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, M. Jacques Demers, a tenu un point de presse ce jeudi 1er mars à Shannon pour exposer les recommandations que la FQM a récemment présentées au gouvernement concernant le développement du transport collectif régional au Québec. Le président de la FQM était accompagné des préfets des MRC de la Jacques-Cartier, de la Côte-de-Beaupré et de Portneuf, respectivement M. Michel Beaulieu, Pierre Lefrançois et Bernard Gaudreault, ainsi que Mme Maude Nadeau, coordonnatrice au transport sur la Côte-de-Beaupré. Essentiellement, la Fédération, qui représente 1000 municipalités et MRC, recommande au gouvernement de doubler d'ici 2020 le financement du transport collectif régional. Le gouvernement avait annoncé un soutien de 10 millions sur 5 ans et les municipalités demandent 5 millions par année d'ici 5 ans pour diminuer le nombre de véhicules sur les routes et offrir un transport collectif de qualité, particulièrement en région. On demande également que le gouvernement injecte ces montants sur une période de 3 ans afin de faciliter la gestion et l'organisation du transport. Dans quel esprit vous avez entamé justement votre rôle de président de la Fédération? C'est vraiment, c'est un rôle que je joue quand même depuis plusieurs années dans le monde municipal. Là, moi, je pense que mon rôle là-dedans, c'est un travail d'équipe. C'est vraiment aller chercher nos joueurs dans chacune des régions, comprendre leurs besoins, puis essayer du mieux possible de les représenter. Mais à chaque fois qu'on arrive dans une région, on s'aperçoit qu'on peut aller chercher un élément de plus, mais que de façon générale, les besoins se ressemblent énormément d'un coin à l'autre. Oui. Vous êtes ici dans la MRC de la Jacques-Cartier pour parler de transport collectif. C'est un dossier important, ça, au Québec? Oui, partout. Il n'y a pas une région qui ne parle pas de transport collectif quand il y va. C'est pas toujours la même chose. Ici, on sent que le périurbain a un impact encore plus grand avec ce qui se passe. Fait que, aussitôt qu'il y a un grand centre, bien, les gens, à cause du grand centre, ont des transports différents. Dans d'autres coins, on nous parle plutôt pour les cégeps, pour les universités, pour les hôpitaux. Les besoins sont différents. D'autres coins, c'est vraiment au niveau des travailleurs qui ont besoin de se déplacer pour se rendre à leur emploi. Fait que là, il y a une variation, mais le transport est une problématique à plein d'endroits. Oui.
Le ministre québécois délégué aux petites et moyennes entreprises, de l'allègement réglementaire et du développement économique régional, député de Huntingdon, Stéphane Billette, était dans Portneuf vendredi dernier. En compagnie du député Michel Matte, il a visité les entreprises Patates Dolbec à Saint-Ubalde, le fabricant de chariots élévateurs Vallée de Saint-Alban, rencontré des représentants de différentes organisations à caractère socio-économique de Portneuf pour terminer sa tournée à l'entreprise Charbon de bois Feuille d'érable à Sainte-Christine d'Auvergne. En tournée provinciale, M. Billette écoute et prend en note les besoins et suggestions des gens d'affaires et les informe par le fait même des différents programmes du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. On l'écoute. La première des choses, est-ce que nos programmes fonctionnent? Est-ce que c'est les bons programmes qu'on a pour les entreprises? C'est quoi les besoins des entreprises actuellement? Qu'est-ce qu'il leur faut comme outils? Puis je leur dis, on va avoir les bons outils adaptés aux besoins qu'ils ont. Il faut les entendre en premier lieu et savoir les outils qu'on a, est-ce que ce sont ceux qui fonctionnent bien? S'ils fonctionnent bien, tant mieux. Est-ce qu'on peut les upgrader? Excusez-moi le terme anglophone. Est-ce qu'on peut les améliorer? Et deuxième des choses, c'est des nouveaux produits ou des nouveaux services qu'on peut mettre en place pour nos entreprises, pour les aider à devenir plus compétitifs, à se développer. Je pense qu'il faut aller les voir pour bien connaître ces produits-là. La problématique de la main-d'œuvre versus l'immigration à Montréal et en région et l'automatisation, qu'on appelle le manufacturier 4.0, sont des enjeux importants à relever au Québec, selon le député ministre. Des choses, on peut y aller sur l'immigration. Je pense que David Hurtel fait la tournée du Québec. Il faut adapter, il faut soutenir pas juste la personne, parce que la réalité qu'on a actuellement, c'est que 85 % des gens qui immigrent au Québec s'en vont à Montréal et 55 % des emplois qu'on a de besoin, la disponibilité de main-d'œuvre est en région. Là, j'aimerais, Danny, toi, tu es un gars qui se promène pas mal, justement, sur différents projets. Et ce que tu me disais avant l'entrevue, c'est intéressant parce que c'est pas ton premier projet au niveau du bois. Il y en a eu un autre aussi dans la vallée Bras-du-Nord. Alors, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça. Oui, c'est ça. Il y a eu l'accueil Shanahan, dont le contremaître était Yvan Trudel, tout le monde l'appelle Pento, de Saint-Léonard, qui était contremaître sur place. Moi, j'ai été travailler à l'occasion avec lui, surtout à la fin des travaux, parce que j'étais sur un autre chantier. À un moment donné, mon chantier, c'est fini, puis le sien, il n'a pas terminé. Mais c'était un beau projet qu'on a fait avec Structure Morancy. Quand on a de la structure de bois dans nos projets, ben, on y va beaucoup avec les gens de la place, donc Structure Morancy. On a une belle chimie avec Francis, un des actionnaires. Puis c'est ça, fait que on a d'autres petits projets de moins grosse envergure qu'on a fait ensemble. Donc d'autres projets, c'était plus des éléments décoratifs qui venaient d'eux autres. Mais peut-être tu peux nous en parler, c'est des projets qui sont encore en cours dans la boulangerie à Pont-Rouge. La boulangerie à Pont-Rouge, il y a eu des beaux éléments décoratifs à rajouter dans la salle à manger, le gros plafond cathédral. Fait que ça c'est eux qui l'ont fait. Il y a Roquemont aussi, je pense. Le Roquemont, on a fait une petite rénovation, donc il y avait quelques petits éléments décoratifs. C'est arrivé à une ou deux reprises qu'on a fait affaire avec pas des plus petits projets, mais un beau projet à envergure. Il y a eu l'accueil Shanahan, puis celui-là qui est vraiment un peu spécifique dans le domaine, parce que côté design, il a été travaillé beaucoup par les designers et les architectes. Fait que on a ramassé ça, puis on s'est amusé. Est-ce que je peux vous dire que vous faites jaser le monde avec ce projet-là, parce qu'il est sur le bord de l'autoroute? Tout le monde le voit, hein? Tout le monde le voit, il est bien situé dans un endroit stratégique. Le projet est complexe. Dirigeants, dirigeantes et bénévoles de la Saint-Vincent-de-Paul de Pont-Rouge et leurs partenaires ont inauguré cette semaine leur nouveau local, le Grenier aux Trouvailles, à Place Saint-Louis, où on retrouve les bureaux municipaux et de plus en plus d'organismes communautaires. Le maire de Pont-Rouge, Ghislain Langlais, a souligné le travail bénévole qu'on pourrait estimer à 300 000 $ à la réalisation du projet. Et le curé Gilles Laflamme, après avoir béni les lieux et récité la prière de Saint-François, a salué le travail des bénévoles de la Saint-Vincent-de-Paul qui poursuivent en quelque sorte l'œuvre des Sœurs de la Charité. Bravo pour tout ce qui se fait ici. Et aussi, ici, je réalise, c'est un peu le cœur de notre communauté, hein? Un pôle rassembleur. On se trouve aussi à continuer l'œuvre des Sœurs, hein? Des Sœurs de la Charité. Vous êtes dans cette mouvance-là. Vous, la plupart, vous avez été formés par ces femmes.
ces grandes éducatrices. Donc, on continue leur œuvre. La MRC de Portneuf pourra compter sur une enveloppe de 6 426 000 $ sur les 97 millions du Fonds de la région de la Capitale-Nationale sur 5 ans jusqu'en 2021. L'annonce a été faite en primeur dans la capitale nationale ce mercredi 21 mars, juste avant la séance publique des maires de la MRC de Portneuf. Ce fonds permettra de soutenir des projets de développement économique dans la MRC de Portneuf, mais les modalités ne sont pas encore définies. Tout porte à croire que c'est le service de développement économique de la MRC de Portneuf qui aura la responsabilité de gérer ce fonds. Il faut dire que ces montants d'argent ne pourront être utilisés avant l'adoption du projet de loi Omnibus 155 par l'Assemblée nationale, ce qui ne devrait pas faire opposition, selon le député Michel Matte. Selon les ententes avec le Forum des élus de la Capitale-Nationale et le gouvernement du Québec, 993 700 $ seront disponibles pour 2017, 1 126 000 en 2018, 1 258 000 en 2019, 1 391 000 en 2020 et 1 156 000 $ en 2021 pour la MRC de Portneuf.